lights out and away we go. Accélère, accélère. The world champion. Les amis, bienvenue à tous sur ce nouveau podcast. Appelle-moi car je suis en compagnie de Chloé, psychologue. Bonjour Chloé. Bonjour. Ça fait toujours rire de présenter quelqu'un sous forme de psychologue ou... Oui, Ouais, toujours. un petit peu. C'est toujours marrant que tu précises à chaque fois, en présentant mon nom, que je suis psychologue. Ok. Eh ben, aujourd'hui, on va parler un peu de psychologie. Et je suis très content d'avoir fait ce premier épisode, qui est, bon, on va vous le dire tout de suite, Daniel Ricciardo, acteur majeur du paddock de la Formule 1. Mais avant ça, petite présentation du podcast, finalement. Appelle-moi car, petit dérivé de mon pseudo Appelle-moi Cam. Et on va essayer de vous faire pas mal d'épisodes sur le sport automobile, finalement, sur la F1, la FE, Formule E, la F2, Formule 2, enfin pas mal de choses comme ça. Le rallye, on a écrit pas mal d'épisodes et on espère que vous allez être vraiment réceptifs, vous allez pas mal écouter et puis réagir aussi à ce podcast finalement, parce qu'on est vraiment très content d'avoir fait tout ça. Ouais, c'était assez chouette. Et puis de commencer là avec cet épisode sur Daniel Ricciardo, c'était vraiment sympa. Alors, sauf erreur de ma part, Daniel Ricciardo, c'est ton pilote préféré? Je pense que c'est ton pilote préféré, Ouais, enfin l'un de tes C'est favoris. pas comme si t'avais une tasse avec écrit je suis en date avec Lando Norris, il me semble. Voilà, je suis un petit peu corporate McLaren, c'est vrai, mais j'ai une petite préférence pour Lando Norris, en effet. Ah là 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 là. C'est dur, c'est dur. C'est dur parce qu'on se connaît et finalement, enfin, tu regardes pas la Formule 1 depuis longtemps en plus. Exactement, c'est ça. Ça fait combien de temps à peu près? Eh bien, j'ai découvert la Formule 1. Avec Drive to Survive. Merci, non, bonsoir. pas du tout. Je suis d'ailleurs très fière souvent de dire que je n'ai jamais regardé Drive to Survive. J'ai découvert la Formule 1 l'an dernier. Ouais. Donc, saison extraordinaire. Et beaucoup de personnes me font souligner que j'ai eu la chance de commencer la Formule 1 avec une année si riche en rebondissements. C'est vrai, c'est passé des trucs de ouf. Hein. Et c'est vrai que ça m'a vraiment permis d'accrocher parce qu'il y avait une première curiosité. Et Ouais. puis finalement, je me suis pris au jeu. Yes. Et je suis maintenant à fond Formule 1. Fond. Je m'y intéresse de plus en plus, vraiment. Ok. Et c'est vraiment multidimensionnel comme sport. C'est vrai. Et c'est ce qu'on explore aussi un petit peu à travers ce podcast. Ouais. Il y a plein de choses dont on peut parler en utilisant le sport auto comme base. Donc c'est assez chouette. C'est vrai que c'est assez innovant, la Formule 1. Puis après, on va parler directement de notre premier point. Mais c'est assez innovant dans l'action et dans tout, en fait, parce que ça prend tout. Le côté humain, le côté politique, le côté innovation. Et finalement, c'est ce qui rend la Formule 1 telle qu'elle est. Hein. Comme le WEC, le championnat du monde d'endurance, ou finalement même le rallye, comme plein d'autres trucs, hein, même. On peut même prendre, par exemple, la Formule E aussi, qui font dans l'innovation, qui font vraiment des trucs méga stylés. Enfin bref, on va vous parler finalement du premier point. Daniel Ricciardo, l'acteur finalement, comment on pourrait dire? Le mec qui est en mode smile tout le temps, quoi. Oui. Ben, c'est vrai que moi, ayant commencé à regarder la Formule 1 donc l'an dernier, on loupe pas Daniel Ricciardo, même au début. C'est vrai. Il a un charisme que personne ne peut dénier et on le repère assez rapidement. C'est vrai. Est-ce que c'est le côté un peu australien, genre on a toujours une bonne image des gens qui sont en Australie, ils sont toujours en mode smile. Oui, et puis au-delà de ça, je pense qu'il y a quelque chose de sa personnalité où il dégage vraiment ça. Ouais. Toujours le sourire, même quand il est dégoûté de ne pas être sur le podium. Souris quand même. C'est vrai qu'il est là en mode on fait chier, mais Ouais, je garde le c'est sourire. ça. Il fait des trucs méga stylés. Pour commencer, Daniel Ricciardo, né le 1er juillet 1989, il a maintenant 32 ans. On est précis. Oh, c'est ça, ouais. C'est un Australien, comme on en a parlé juste avant. Et donc bientôt son anniversaire. C'est ça. Bientôt l'anniversaire de Daniel. À quelques jours près, ouais, on pourra lui souhaiter. Donc finalement, on pourra même le sortir le 1er juillet direct. Hein. Franchement, on est Quel vraiment cadeau, pas mal. Hein. quel cadeau. C'est ça. Petit surnom, The Honey Badger. Donc finalement, comment ils appellent ça, un suricate là-bas? C'est un espèce de petite bête bien sympa. Oui, et en même temps très agressive. C'est ça. Ça revient un peu les deux. Donc finalement, les débuts en sport automobile, Daniel Ricciardo qui quitte l'Australie pour l'Asie, pour faire de la BMW Asia. Alors je ne sais plus si ça existe encore. Et parcours logique pour un Australien de partir en Asie, hein, c'est plus proche. Hein. Des parcours en F2, avec de la Formule Renault, de la Formule Eurocup aussi.
Et ensuite, la Formule Renault 3.5. Donc, alors, on est vraiment dans les prémices de ce qui se passe maintenant. Maintenant, tu as de la Formule 4 qui est régionale, Ouais. Formule 3, Formule 2 et Formule 1. Mm. Donc, Formule 3, c'est. Je sais plus comment ils appellent ça. C'est. Intercontinental, ou je sais plus trop comment ça se passe, mais ça se passe dans plusieurs pays. Comme la Formule 2 et la Formule 1. Mm. Donc, voilà. Ouais, je me souviens quand on a préparé le podcast et que tu m'as parlé des débuts que moi je connaissais assez peu. Tu m'as dit c'est assez intéressant de s'intéresser au parcours de Daniel parce que c'est assez classique en Ouais. fait au début. Au final, des bons résultats qu'il faisait en 2008, par exemple, qu'il avait fait Formule 2.0, où il a été champion. Il a aussi gagné en Formule 3 en Grande-Bretagne, si je dis pas de bêtises. Oui, il a fini avec même 7 victoires, avec Carling Motorsport. Alors, petit truc bien sympa. Carling, il me semble que Lando Norris était chez Carling Motorsport en Formule 2, D'accord. juste avant d'être chez McLaren, il me semble. Donc finalement, des essais chez Toro Rosso, puis chez HRT, Hispanic Racing Team, c'était une team qui était espagnole. Mm. Hispania ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, ils sont encore... maintenant, ils sont devenus Campos, je crois, en Formule 2. Si je dis pas de bêtises, ça peut arriver. Et finalement, il dispute 11 Grands Prix et il abandonne 2 fois, pas de points remportés. C'était HRT, c'était vraiment comme à l'époque avec Caterham, etc. etc. C'était vraiment... c'était rincé, quoi. Pas terrible. Quoi. Non, pas terrible du tout. Tu dis carrément rincé, moi j'ose dire avec un peu plus de nuances, pas terrible. Finalement, on va presque en parler à un moment donné, mais il est titulaire chez Toro Rosso parce que Toro Rosso, qui est la petite sœur de Red Bull, qui possède Sébastien Vettel, qui était à l'époque 4 fois champion du monde chez Red Bull. Et il y avait aussi Mark Webber, très grand pilote aussi, auteur de multiples victoires et qui a fini quasiment à un moment donné 2e du championnat ou 3e du championnat en 2009 et qui a été très très bon. Et à ce moment-là, on cherche son remplaçant. C'est ça. Donc, 2 choix. Gève, Jean-Éric Verne, qui est maintenant en Formule E, qui est double champion de Formule E, pas de champion du monde, il me semble. Donc, très très grand pilote, qui fait finalement un début vraiment excellent, Gève, avec la voiture qu'il avait. Donc, Toro Rosso, faut quand même faut dire, c'est une voiture qui n'est pas une Red Bull, c'est vraiment chaque écurie a sa propre voiture. Et Toro Rosso, ils ont une voiture qui était pas comme aujourd'hui avec la AlphaTauri. C'était pas une voiture qui était dans le mid. C'était vraiment entre les deux, quoi. Mm. Et ils arrivent à en faire des choses. Et Jeff, pour le moment, on le surpasse, quoi. Et au milieu de la saison, à peu près, c'est Daniel Ricciardo qui retourne la situation, il me semble. Et il se démarque vraiment à ce moment-là. Bah, c'est ça. Il met de nombreux points et il est constant. Et il termine beaucoup de GP dans les points. Et finalement, c'est Red Bull qui choisit... Alors, c'était Infinity Red Bull Racing en 2014, qui choisit finalement Daniel Ricciardo et qui ne vont même pas regretter une seule seconde parce que première victoire la première année, il me semble, au Canada. Et puis après, que des masterclass de Daniel Ricciardo. Alors, c'est jamais un mec qui faisait des... comme un Hamilton qui arrivait à faire des pole positions et puis rouler sur tout le monde. Mais moi, je me souviens de Daniel Ricciardo... un mec qui est vraiment qui a un style à la Red Bull qui est vraiment fait pour et finalement toujours à sortir une masterclass en termes de victoire. Ça a toujours été comme ça au final. C'est ce que je retiens de Daniel Ricciardo chez Red Bull en tout cas. C'est des gros freinages et c'est un style vraiment agressif et c'est à un moment donné où quand on a besoin de lui, on sait qu'il est là, quoi. Non mais vraiment. Ouais, puis il y a un truc où j'ai cette impression qu'on se souvient des victoires de Daniel Ricciardo. Alors peut-être parce qu'elles sont pas si nombreuses. Oui, parce qu'il en a que 9, il me semble. Mais il y a un truc où ça marque les esprits quand même. À ce moment-là, on se dit waouh, il se passe quelque chose. Daniel est là. C'est ça. Il y a des moments que je retiens avec Daniel Ricciardo, que ce soit chez Red Bull ou même ailleurs. Ouais. Mais moi, ce que je retiens, c'est la masterclass qu'il avait fait en Chine, où il change de pneu au dernier moment. Il passe Verstappen, Raikkonen, Vettel, Hamilton peut-être, et Bottas à la fin, et puis il termine premier. Et aussi le style qu'il avait eu à Bakou, ultra agressif. Alors, c'était pas si longtemps que ça en termes de jours, mais c'était il y a 3-4 ans maintenant, où Vettel met un coup de roue à Hamilton
Et ils se font les deux stop and go ou un truc comme ça. En tout cas, ils ont une pénalité. Et Daniel Ricciardo passe 3 personnes d'un coup comme ça. Et puis il remonte tout le monde et puis il gagne. Donc c'est vraiment... Là, l'année Ricciardo, c'était quand il a pu s'affirmer pleinement, passer Vettel qui était l'homme à abattre finalement, hein, parce que c'était vraiment l'homme le plus fort de la Terre à ce moment-là. C'était vraiment le Thanos de... Non mais c'est vrai, c'est drôle. Et Camille dit ça avec beaucoup de... toute proportion gardée, évidemment, ça. et pas du tout le cœur absolument fan de Sébastien Vettel. C'est ça, on va dire ça. Non, mais vraiment, il était très très fort. C'était le Hamilton de l'époque, presque, hein. C'était à peu près les mêmes. Enfin, quoique Hamilton était très bon aussi à l'époque. Mais la Red Bull était intouchable, quoi. Et au moment où le projet Mercedes s'est mis en place, la Red Bull était moins forte et il fallait quelqu'un pour relever la Red Bull. Et c'était Daniel Ricciardo qui a réussi à faire des top moments, quoi. Et il y a une connivence réelle entre le style et l'état d'esprit dans lequel est Daniel Ricciardo à ce moment-là et la voiture dans laquelle il est. Bah, il a une voiture qui est pas terrible, mais lui, il était comme un George Russell aujourd'hui, très très fort, quoi. Il a fait avec ce qu'il pouvait au moment où il fallait, alors qu'un Vettel ou un Hamilton en ce moment, il subit en fait la voiture et il peut pas faire plus. Et c'est ça la différence aussi, c'est parce que c'était un... Enfin, Vettel, c'était pas un vieux pilote, mais il avait fait son temps chez Red Bull et puis au bout d'un moment, voilà, on peut pas faire plus, quoi. Donc finalement, ça se passe super bien et Vettel s'en va. Il part faire un projet avec Ferrari et Daniel Ricciardo trouve un coéquipier qui s'appelle Daniel Kvyat. Ça se passe pas des masses et Daniel Kvyat est remplacé 1 ou 2 saisons après par Max Verstappen. Pilote très peu connu. Ah oui, toujours très peu connu finalement. Qui est... Non, pas du tout. Très peu remarquable. C'est ça. Un gamin très agressif finalement. Qui en est à sa 8e saison cette année. Incroyable. Ouais, 8e saison, un titre. Propre, hein. Franchement, j'aurais pas fait mieux. Mais quel talent. C'est ça. Et la Red Bull devient un peu plus compétitive. Ils sont assez constants pour se battre avec une Ferrari et une Mercedes, mais y a pas... c'est un peu comme si c'était Mercedes aujourd'hui, quoi. Ils ont ce qu'il faut, mais pas trop non plus. Mais quoique. Et la team, elle est dédiée entièrement avec Max Verstappen au fur et à mesure du temps. Il faut aussi savoir que Verstappen, au bout de sa première course avec Red Bull, il gagne. Donc voilà. Le projet Red Bull de recruter de nombreux pilotes, c'est un truc infâme. Vraiment, tu as vraiment des pilotes, genre Eric Vergne, Sébastien Bourdet, que des grands noms, Sébastien Buemi. Je pourrais t'en citer plein, mais genre tous ces pilotes-là maintenant sont champions. Ouais. Dans leur catégorie, Jève en FE, Sébastien Buemi en FE aussi, mais en WEC, Brandon Hartley, qui était aussi chez Toro Rosso à l'époque, a gagné le WEC plusieurs fois, même Le Mans aussi, hein, parce que ça, c'est dedans maintenant. Donc, après, il y en a plein d'autres, quoi, mais vraiment. Et finalement, ça devient compliqué pour Daniel Ricciardo avec une Red Bull qui est, comment dire, qui n'est plus 100% dédié à Daniel Ricciardo, mais pour un nouveau Max Verstappen qui est l'avenir finalement de Red Bull. Et ça, on doit le vivre mal au final. C'est horrible. Et puis après, il y a eu le crash de Bakou entre Max et Daniel qui a sonné comme une fin. Et là, on a su que ça allait mal se finir. Autant pour le reste de la saison, mais autant pour un des deux. Il fallait faire un choix. Le choix a été vite fait. Daniel Ricciardo part. Il va chez Renault pour former un nouveau projet. Un peu comme Hamilton quand il est parti de chez McLaren pour aller chez Mercedes. Et ça se passe mal au début. Ouais. Est-ce que c'est si construit que ça ? Moi, c'est la question que je me suis posée. Et on voit en effet que le crash de Bakou, c'est symboliquement très fort. Déjà pour le crash en lui-même et puis au moment où ça arrive. Et ça m'a fait poser la question, est-ce qu'au moment où il part et pour aller ailleurs, est-ce qu'il y a un vrai projet qui se dessine ? Est-ce que c'est un peu un choix par défaut à ce moment-là ? C'est un peu ça finalement, parce que au final, Renault ont un projet de gagner le titre sur l'avenir. Bon, on verra que ça ne s'est pas passé comme prévu. Et au final, Red Bull ne pouvait pas laisser ça comme ça. À un moment donné, il leur faut un Pérez
pour pas faire les mêmes erreurs que Rosberg et Hamilton, on les prend beaucoup en citation, mais voilà, à la fin, c'était la guerre. Et là, je pense que ça aurait pu être la guerre. Donc Renault a un projet, mais c'est un peu se tirer une balle dans le pied, parce qu'on sait que là, on touchera plus des victoires comme avant, des pole positions comme avant, des bonnes places comme avant. Donc, problème de fiabilité chez la Renault, ils ont fait qu'il y a eu 5 abandons. Et puis, peu de points. Ouais, peu de points, 54 points. Et finalement, il se fait surpasser par Nico Hülkenberg sur la première année. Mais par contre, la deuxième, bon, contexte Covid-19, c'est arrivé pile au moment, mais il y a eu moins de GP disputés, mais c'est quasiment le meilleur des autres. Avec la Mercedes Rose et tout ça, enfin, on n'en parlera pas trop, non, mais calmons-nous. Il y a eu des plans qui ont été balancés, mais bref, ça a été le meilleur des autres, avec 119 points, 5e en 2021, donc vraiment le meilleur des autres. Et 2 podiums pour Renault sur 3 GP. En l'espace de 3 GP, je crois qu'il y a eu 2 podiums, un en Allemagne, un au Émilie-Romagne, et plusieurs fois où il était proche de l'avoir aussi. Donc il faut compter ça aussi. Sur les derniers tours, il y a eu des 4e places, voilà quoi. Donc Plutôt de beaux moments finalement. ouais, un tatouage pour Moment Cyril iconique. Abitboul. Ouais. Et- Tu l'as vu celui-là? Et évidemment, je l'ai vu. Et donc, ça fait partie des choses un peu iconiques aussi qui font qu'on aime Daniel Ricciardo. C'est ça. C'est cet esprit très, très léger, très fun, qui s'affirme un peu comme un contraste face au sérieux que peuvent représenter d'autres pilotes de Formule 1. Voilà, on voit chez Daniel Ricciardo ce sourire, toujours à rire aux éclats. C'est ça? Et à faire des projets particuliers, boire du champagne dans une chaussure, par exemple. Oui. Et ça, c'est une coutume en Australie, il me semble. Ou élaborer des projets de tatouage. C'est ça. Il a mis longtemps quand même le tatouage, mais il existe quoi. Je sais pas si bah, tu l'as vu plusieurs fois, je pense, hein, comme tout le monde. Mais on l'a attendu tous. Et bah, en plus, c'est un Abitboul français. Donc nous, on l'a encore attendu plus qu'avant. Et on sentait que ça allait jamais venir. Puis après, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que ça nous a un peu tenu en haleine pendant un petit moment, je pense. Ce truc-là sur les tatous. Et en plus, il a gagné genre 2 podiums. Donc là, on s'est dit, le mec, il va avoir carrément le bras tatoué. Oui. Quoi. C'était très sympa. Puis on voit qu'il y a un contexte très positif. Voilà, les podiums, ça se passe bien à ce moment-là. On se dit, allez-y, C'est profitez, parti, faites quoi. des trucs fun. Ouais, c'est ça, exactement. des trucs fun, quoi. Exactement. Mais en même temps, tu as finalement McLaren qui ont un projet lui aussi avec Carlos Sainz, qui est un ancien de chez Toro Rosso, de la filiale Red Bull, et Lando Norris. Ouais. Gros pote à ce moment-là. Ouais, ils étaient vraiment potes. Ouais, Et, c'était... ça a tout de suite matché, quoi. Ouais, c'était super sympa de les voir évoluer ensemble dans le paddock. Et un peu comme Ferrari en ce moment, c'est deux pilotes, 2 jeunes, on va dire, qui sont vraiment là pour faire monter la team avant de faire monter le pilote au max pour ensuite jouer le titre. Et ça s'est super bien passé. Alors, Lando Norris, sa première année, c'était pas ouf. Ouais. Mais c'était sa première année aussi. Et puis, il a eu pas mal de problèmes techniques. Je me souviens, à Spa, il avait fini. Il était 5e et sur les 2 derniers tours, c'était out, quoi. Mais du coup, on a Ricciardo, auteur de 2 podiums sur 3. Et il a monté un projet avec Renault. Et il se tire quand Carlos Sainz va chez Ferrari. Alors, coup de tonnerre dans le paddock. Parce que Ricciardo, moi, je le voyais chez Ferrari direct. Mais, c'est la surprise, vraiment. Ouais, finalement, c'est ça. Moi, ça m'avait surpris. Parce que déjà, je voyais pas vraiment Carlos Sainz sortir de chez McLaren. Parce qu'il était bien là-bas. Ouais, moi, je me souviens, je commence à regarder la Formule 1. Et en fait, au début de la saison de l'an dernier. Et c'est vraiment la question que beaucoup se posent, c'est qu'est-ce qui va se passer avec ce Daniel Ricciardo qui débarque ça, c'est un peu... Ça a été Sébastien Vettel qui a fait bouger les clés. Et finalement, Carlos Sainz prend la place finalement de Daniel Ricciardo. Peut-être que c'était une bonne idée, parce que Ricciardo est peut-être aussi fort que Charles Leclerc, et que Ferrari n'avait pas envie de tenter un Rosberg Hamilton, comme on en a parlé. Et finalement, il va plus ou moins chez McLaren.
Enfin, il va pas plus ou moins, il va Oui, totalement il va. chez McLaren. Est-ce une bonne idée? C'est plus ou moins en réflexion à ce C'est moment-là. ça. Parce qu'on a pareil, il rejoint une équipe. Ouais. Comme à l'époque où Verstappen, une équipe dédiée à lui. Là, il y a une équipe dédiée à Lando Norris. Lando est à fond soutenu par McLaren et on le voit direct, hein, même en début de saison. C'est le Lewis Hamilton de 2008, quoi. C'est vraiment... non, mais c'est vrai. C'est vraiment quand il est arrivé, c'était la pépite. C'était le petit jeune qui allait rapporter plein de titres, quoi. Et on voit qu'il y a quelque chose, enfin, dans l'esprit, on se doute qu'il y a quelque chose qui va durer dans le temps, dans le partenariat McLaren-Lando à ce moment-là. Surtout qu'il a un contrat jusqu'en 2025. 26, ouais. Bah, là, récemment. Mais déjà à l'époque, l'an dernier, où on n'a pas cette information, on le sent quand même qu'il y a quelque chose qui tourne autour de Lando Norris. En même temps, le gars, il arrive et il était quasiment le meilleur des autres, quasiment au milieu du Grand Prix, enfin de l'année. Donc, au milieu de l'année, il était quasiment 3e, en fait. Il se battait vraiment pour une 3e place, voire une 4e et tout. On savait que ça allait être dur parce que tu avais Bottas qui était pas loin, Perez aussi, me semble. Donc, voilà. Mais au final, ça s'est un peu mal goupillé vers la fin de l'année, mais il a fini quand même 5 ou 6e, je sais plus. Et ça s'est super bien passé quand même pour Lando Norris toute l'année d'avant. Donc, c'était obligé qu'il allait rester, ça c'était sûr et certain. Et on s'est dit, attends, Lando Norris, le mec, big smile. Daniel Ricciardo, big smile. Et là, on se dit, c'est bon, c'est parti, quoi. On va bien rigoler. Et en plus de ça, ça va être une putain de team. Et Finalement. Ouais, finalement, ouais. Moi, je suis un peu déçu. Ouais. Clairement, de Lando Norris. Donc, j'aime beaucoup Lando Lando Norris. Il n'a pas aidé son pote. Non, en vrai, moi, je suis un peu déçu parce que finalement, Daniel Ricciardo, il a du mal à s'adapter avec la McLaren. Sur les premiers Grands Prix, vraiment, on se dit, il faut que Daniel s'adapte. Va-t-il arriver à s'adapter? Et ce qui est finalement une question qui tourne beaucoup, en fait, depuis qu'il a quitté Red Bull et que à ce moment-là, ça se passait bien. On se dit, est-ce qu'il va réussir à s'adapter dans la voiture Renault? Puis ensuite, il s'en va. Et la question qui revient à ce moment-là, c'est est-ce qu'il va s'adapter à la voiture McLaren? Est-ce que c'est pas un éternel pessimiste, finalement, Daniel Ricciardo? Non, mais c'est vrai, quand tout va bien, il s'en va. C'est vrai. Il est parti de chez Red Bull quand ça allait bien. Il est parti de chez Renault quand ça allait bien. Quasiment, enfin, quand ça allait bien. Quand ça allait mieux. Quand ça allait mieux. Quand c'était passable. Il aime le défi, peut-être. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai qu'il aime le défi. Et on a l'impression que finalement, il a du mal à être un numéro 1, ça, pour sûr. Ouais. Mais il a du mal à être un numéro 2 aussi. Oui, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé quand on a préparé ce podcast-là, de quelle position il peut avoir et quelle posture il peut prendre dans une équipe. Et on se disait que voilà, il n'est ni numéro 1 ni numéro 2. Mais qui est Daniel Ricciardo? Quelle place peut-il avoir? Mais c'est vrai, et dans ce début-là, où finalement on se dit, est-ce que c'est pas un peu la descente aux enfers avec McLaren? On se dit, quelle place est-ce qu'il va pouvoir prendre aux côtés de Lando Norris? Quelle place est-ce qu'il va pouvoir prendre avec cette nouvelle monoplace? Où on voit que voilà, Lando Norris s'en sort bien, il arrive à tirer vraiment assez rapidement meilleure partie de sa voiture. Finalement, il y a peut-être un truc qui l'a sauvé, Daniel Ricciardo. Peut-être même McLaren. C'est un grand moment. Un grand moment pour moi. Un grand moment pour nous. Je me souviens, moi, personnellement, j'étais au Maroc. Je rentrais en France pour le boulot. Et j'étais dans l'aéroport et on n'avait pas accès à Internet, tout ça. J'ai dû foutre un VPN, une connerie comme ça, pour avoir accès à Canal+, pour regarder ce moment-là. Et je me souviens avoir gueulé vraiment dans l'aéroport tellement c'était un truc de ouf pour moi. Enfin, genre, tu vois Daniel Ricciardo qui gagne. Pour moi, c'est incroyable. Mais tenir toute cette course-là, franchement, c'était fou. Après, les McLaren étaient déjà très très forts à Monza. Ils ont prouvé plusieurs fois avec Sainz avant et puis encore avant, quoi. Et puis Ricciardo a toujours été fort à Monza aussi. Il a déjà fait des gros points et il me semble avoir fait une 4e place avec Renault, quelque chose comme ça. Donc très très fort là-dessus, quoi. Et très bon moment. Et ça permet de remettre un peu les choses à leur place, entre guillemets, où on s'est dit, ok, Lando Norris, c'est bien le petit qui doit apprendre de Daniel Ricciardo, qui a plus d'expérience. Ça remet une hiérarchie qui est quand même assez différente de celle qu'on sent jusqu'alors. Ouais, ça. Et bizarrement, course d'après, c'était la Russie. Et Ne me parle pas de cette course. Si je peux le plomber, je vais le plomber. Non, finalement, on sent que McLaren, là, ils peuvent faire un doublé, quoi. Enfin, un back-to-back. Et ça se passe mal.
Mais Daniel Ricciardo est nulle part, par contre, à cette course-là. Donc, on sent qu'il avait gagné, mais c'était pas de la luck. C'était pas non plus... voilà, mais on sait que Monza, ils ont beaucoup de facilité, McLaren. Oui, on a l'impression que les astres étaient quand même assez bien alignés C'est pour ça. que, Mais comme pour que ça en soit Russie, favorable. finalement. Ouais. Mais ça s'est mal passé dans les derniers tours à cause de la pluie. Donc, voilà, Ouais. je veux pas dire, mais... On préfère le soleil. Il aurait dû chez changer de McLaren. pneus. Il aurait dû changer de pneus. McLaren est orange, on préfère le soleil. C'est ça. On a l'impression que pour 2023, ça sent un peu le roussi pour Daniel Ricciardo. C'est ça. On a Zach Brown, le directeur sportif, le CEO de McLaren. CEO. Ouais, c'est ça. Qui dit que Daniel Ricciardo ne répond pas, Pas aux attentes. à vos attentes. Ça, tu fais bon. Ce qui est vrai, hein. Enfin, on se dit, mais où est Daniel? Que fait Daniel? Donc C'est moi, ça. je te le souligne particulièrement, hein, et sachant très bien que tu l'adores. Mais c'est vrai, et là où on voyait très bien l'année dernière que voilà, les McLaren en deuxième partie de saison, ils étaient quand même relativement bien placés à chaque fois. Ils faisaient le job, quoi. Ça se passait bien. Et moi, ce qui me fait chier, c'est que en fait, les McLaren, je les vois un peu comme les Mercedes d'aujourd'hui. Parce que, enfin, de l'époque, Ouais. l'année d'avant. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, si les McLaren sont en P3, P4 tout le temps, c'est qu'ils peuvent taper un P1 un jour au moment où ça va mal se passer, quoi. Genre une Ferrari qui brûle à bas coût. Par exemple. Par exemple. De Enfin, manière bon. totalement fortuite, C'est ça. tu cites cet exemple. Mais finalement, on se dit, bon, bah voilà, ça se passe mal pour Ricciardo et la voiture n'est même pas assez compétitive cette année pour taper une P3 ou quelque chose de... Et quelle surprise! Je me souviens, on est aux essais et tout le monde se dit, bordel, les McLaren sont vraiment bien. Alors ça, faut se méfier, hein, dans les essais libres et tout. Enfin, dans les essais de pré-saison. Et en même temps, tout le Parce que monde... quand tu vois une à se faire des P1 tout le temps, tu te dis, bon, ok, là, c'est Ouais, bon. ok. Parce que Mais une McLaren, vraiment, t'as chaud. enfin, il y avait quand même des prédictions qui n'étaient pas si fausses. C'est-à-dire que tout le monde s'accorde à dire à ce moment-là, ok, les Ferrari, il y a du lourd qui se dessine. Et au niveau des McLaren, il y a sûrement quelque chose de lourd qui se dessine aussi, même si tout le monde émet tout le temps des réserves au niveau des essais à ce Bien moment-là, sûr. et qu'on sait que les grosses teams cachent bien leur jeu. Mine de rien, on se dit, bon, ça part peut-être sur une note un peu positive, elles sont bien parties. Finalement, peut-être pas tant que ça. Pas trop, non. Non, mais enfin, je me souviens, j'étais là en train de scroll à chaque fois, tout le temps sur mon téléphone, en train de regarder et me dire, putain, les McLaren, franchement, ils vont envoyer du pâté cette année et tout ça, ça va être des P1, P2 tout le temps. Ou voir les Ferrari, parce que vraiment, c'est du lourd. On avait un peu peur pour les Red Bull. Et au final, c'est pas un flop, mais c'est pas du top non plus, quoi. On a vraiment un problème chez McLaren qui ont du mal à faire... à concrétiser et à faire un truc solide comme Alpine qui arrive à être maintenant dans les points quasiment à chaque course. Et ils en ont perdu des points. Hein. Ouais. On sait, Alpine, ils ont du mal un petit peu en course. Mais ça se goupille plutôt pas mal. Et ils ont surtout Alonso qui est très très fort, Ocon qui est très très fort. Et qui sont là pour faire avancer les choses. Alors que là, on a l'impression que à McLaren, c'est un peu compliqué, quoi. Surtout qu'il y a une grosse différence qui est perçue entre les deux pilotes. Et c'est là où on se dit, que se passe-t-il pour Daniel Ricciardo? Parce qu'on voit que Lando Norris s'en sort plutôt bien, on se dit, bon, il se débrouille, il fait le job. Il fait un peu le... Comment ça s'appelle? Il fait le... Tu sais, il fait le minimum requis, quoi. Il fait Oui, ses c'est 7 heures ça. de taf et puis il se barre, quoi. Vraiment, Oui, un peu c'est ça, Une c'est fois ça. qu'il a ses 35 heures, il se tire. Ça, ok, il y a rien. Enfin, on le note pas particulièrement. On note pas non plus une performance extraordinaire, C'est mais on ça. note pas un gros flop. On se dit bon, c'est pas mal. On n'en parle pas. Mais il a quand même le truc qui fait que il a une ou deux courses dans l'année qui arrivent et qui fait un truc de ouf. Et au final, les gens, Oui. ça relance tout, quoi. Il y a de bonnes performances. Ouais. Il y a de bonnes performances. Mais bon, pour moi, j'adore Ricciardo, mais Monza, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Oui, et là, on se dit que va faire Daniel Ricciardo. Et puis, il y a quand même cette question que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, où il y a plusieurs personnes qui se disent est-ce que c'est pas l'éternel problème de Daniel? Et les fans de Daniel Ricciardo disent beaucoup bon, ok, il n'a pas la voiture pour lui. Bon, ça, c'est une vraie question, en fait. Hein. Est-ce que ça fait pas presque 4 ans qu'il n'a pas une voiture pour lui? C'est possible, hein. Est-ce qu'un bon pilote n'est pas un pilote aussi qui est capable de s'adapter C'est un peu les deux. Ouais, finalement. non, mais Parce qu'il faut c'est une faire vraie une voiture réflexion. pour deux pilotes. Mais quand les deux pilotes s'entendent bien et ont à peu près le même style, comme un Carlos Sainz et un Charles Leclerc, c'est beaucoup plus simple.
Là, j'ai l'impression que Lando Norris, il n'a pas le même style que Daniel Ricciardo. Ricciardo, il a un style très Red Bull, en fait, où on freine Très tard agressif, et tout ça, ouais, l'aéro ouais. est très bas et tout ça. Et j'avais vu des vidéos et je voyais Lando Norris vraiment... il était beaucoup plus calme dans ses mouvements. Il freinait plutôt, je sais pas, peut-être quelques mètres un peu plus. Il freinait moins tard, mais il enchaînait mieux le virage. C'est pas la même philosophie. Autant, il y a beaucoup de pilotes de chez Red Bull qui ont eu du mal après. À s'adapter ailleurs. Genre Vettel et tout ça. Vettel a voulu vraiment venir avec une philosophie Red Bull chez Ferrari, quoi. Ça, elle l'a pas fait. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, finalement, j'ai l'impression que ça revient un petit peu. Et oui, c'est exactement ce qu'on se disait lors du dernier Grand Prix. Je te disais d'ailleurs, c'est étonnant. Il sait que c'est ça. Il y a des choses qui tournent. Les contrats renégociés. Faut il prouver, sent qu'il a des... Il se dit merde, je ne serai pas dans le prochain Drive to Survive. Exactement. Donc finalement, on a déjà perdu Cyril, donc là c'est un peu compliqué de perdre Daniel, quoi. Donc finalement, il a chaud aux fesses, donc il se démarque. Mais finalement pour 2023, là on va se poser une grosse question. Est-ce que déjà il va rester? Et qui pour le remplacer? Est-ce que toi tu penses qu'il sera là en 2023? Première question. Eh bien, c'est une très bonne question. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Toi, tu le vois encore ou pas? Clairement. Oui, non, peut-être, non. Tu sais pas? Je me dis, si ça continue avec ce qu'on voit là autour des derniers Grands Prix... Genre sur les premiers Grands Prix, là. Tu le vois en 2023, là? En même temps, je peux pas nier que si on m'avait posé la même question à la même période l'an dernier, j'aurais peut-être pas eu le même point de vue qu'à la fin de la saison. Est-ce que Daniel Ricciardo, faut regarder une saison en entière pour, c'est plus ça. Pour se donner une idée? C'est sûr que moi, avant Monza, je le voyais plus. Exactement. Et après Monza, je me suis dit, ça revient. Ok, il y a quelque chose encore à faire. Ouais, et là, voilà. je me dis, est-ce que si on voit que les performances sont peut-être plus intéressantes là, peut-être les 2 derniers Grands Prix, je dirais. Ouais, on va dire ça. Eh bien, si ça continue sur cette lancée, pourquoi pas? Sinon, Mais il y a eu un petit moment. Tu te lèves qu'à bouger en mode. Ouais, je suis pas sûr. Oui, c'est ça. Bon, déjà, j'ai une expertise limitée en Formule 1, donc Ouais, mais d'après les stats, là. je me nourris des expériences et du regard des moi, autres, clairement, évidemment. je l'aime beaucoup. Hein. Oui. Mais je pense qu'il sera pas là en 2023. Oh là là, quel dommage. Aïe. Mais c'est un putain de pilote, hein, franchement. Mais je pense que là, ça commence à être vraiment limite. Et il y a beaucoup de pilotes qui toquent à la porte de la Formule 1. Et oui. Et faut bien les caser à un moment donné. Là, on est sur le point de perdre quasiment Vettel, Ricciardo, peut-être Hamilton. Donc, il y a beaucoup de pilotes qui vont bientôt venir. Et là, on sait qu'en 2023... Alors, moi, je l'avais noté sur le papier. Qui pour le remplacer? Pierre Gasly 2022. On sait aujourd'hui que c'est mort. Et à l'heure où on vous parle, Pierre Gasly a reconduit son contrat d'1 année. Yes, jusqu'en 2023, donc. Ça veut dire qu'il va rester chez AlphaTauri. Exactement. Encore 1 année de plus, avec peut-être Yuki Tsunoda, on ne sait pas. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop le projet, mais ça, on vous en parlera, je pense, dans un autre podcast, hein, ça c'est sûr et certain. Ça nous intéresse beaucoup aussi, on aime beaucoup ça. aussi Pierre Gasly. Mais vraiment, hein, on a fait un tableau, le premier driver qu'on avait mis, c'était Pierre Gasly. Pour moi, c'était tellement évident d'avoir foutu Gasly là-dessus en me disant, c'est bon, c'est fait, quoi. Et finalement, ça ne sera pas Pierre Gasly. Et là, je suis déçu. Bon, ça aurait pu être un projet intéressant. Ouais, c'est ça. On en parlera dans le prochain podcast, bien sûr, mais dur. Donc, qui pour remplacer Daniel Ricciardo en 2023? Est-ce que toi, déjà, même si tu connais pas beaucoup, est-ce que déjà dans la sphère F1, je t'en ai mis 2-3 noms, ouais. tu vois un mec qui pourrait le remplacer? Suspense. Attention, quelle réflexion. Eh bien non, je n'en sais rien. Bon, hormis Pierre Gasly que je viens de vous parler, ouais. Moi je pense que déjà, juste dans la sphère F1, je verrais bien Alex Albon. Eh ben moi je me faisais la même réflexion, mais finalement je le trouve pas mal là où il est. Alex Albon. C'est ça. Donc on sait pas trop. Alex Albon, moi je l'aime bien. Ouais. J'étais d'ailleurs contente de le voir à cette saison parce que c'est un pilote dont on parlait beaucoup.
Et je me suis dit, mais pourquoi n'est-il pas là? C'est ça. Quand il est parti de chez Toro Rosso, il est parti en DTM. Il a même fait un podium, je crois, en DTM. Alors, le DTM, c'est un peu du GT, mais version allemand. Et là, je me suis dit, bon, ok, Williams, je suis pas très fan, mais pour remplacer un Russell, ça peut le faire. Ouais. Et là, Alex Albon, franchement, il fait des trucs de ouf avec une Williams, contrairement à Latifi. Et là, je me dis, il y a moyen. Il y a vraiment moyen. Et les autres, après, je les ai notés. Mais franchement, alors les fins de contrat de 2022, il y avait Pierre, mais maintenant c'est bon. Guan Yu Zhou. Albon, Zhou, Schumacher et Alonso. Ouais. Aïe, 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 aïe. Schumacher, je pense que c'est mort. Il est tellement chez Ferrari que... Voilà. Je le vois pas du tout chez McLaren. Puis qui pourra remplacer Mick Schumacher? Casse tellement de choses. Pas de thune, non. Personne n'a la thune. Est-ce que le projet Alonso, c'est possible? Non, ça me paraît complètement impossible. Alors, Attention. Mais Ouais. pourquoi Alonso chez McLaren? et pourquoi Alonso pour remplacer déjà Ricciardo? Ça, c'est aussi une bonne question. Déjà, Alonso, enfin, moi, je peux y croire parce qu'Alonso, il était déjà chez McLaren. Bon, là, tu as un boxon pas possible. Mais pourquoi un comeback? Ça me paraît... Un énième comeback, ça serait le troisième. Le comeback de Jamais trop. 203. Jamais le comeback de trop. Non, Ah, le je pense comeback que de ça trop. peut être ça. Mais voilà, il y a des pilotes à caser. Alors, j'ai noté aussi un autre truc, c'est que Mercedes en Formula I arrête l'année prochaine. Et ils avaient fait... Alors, il y avait un partenariat qui faisait faire Mercedes, le EQ Formula E Team de la Formule E. Donc, Mercedes de Formule E devient McLaren en 2023. Sauf que ça ne s'est pas fait. Il y a quelques jours, McLaren a fait un partenariat avec Nissan. Très bien. Donc, moi... Revirement de situation. Revirement de situation. Encore Ça une me- fois. Ça me fait à chaque Quelle fois, actualité! ça me fait changer tous mes tableaux tous les jours, quoi, vraiment. Alors moi, j'avais mis, s'il y a un partenariat entre McLaren et Mercedes en Formule E, ça veut dire qu'il y a des possibilités de caser des pilotes Exactement. de Formule E en Formule 1. Donc, grand intérêt de Camille pour la Formule E, comme vous l'aurez compris. C'est ça. Au moins la 10e référence depuis le début du podcast. Minimum. Donc, j'avais vu, bon, Stoffel Van Dorn en F1, il était déjà chez McLaren, je l'ai noté, Ouais. Est-ce qu'on y croit? Non. Non. clairement. On- Oh, j'y crois autant que Latifi, en tout cas. Hein. Non, mais vraiment. Et après, j'ai noté Nick De Vries. Alors ça, c'est intéressant. Un champion. Oui, de Formule E, cette année actuelle, pour le moment. Donc là, j'y crois. Je sais que c'est un putain de pilote, Ouais. très 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 fort. Et il a gagné sa 2e année en Formule E. Mais là, ça devient intéressant. Moi, je crois que ça peut être Oscar Piastri, si Daniel Ricciardo ne reconduit pas. Parce que c'est un très 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 bon pilote. Et son nom était déjà dans les tuyaux Mhm. pour prendre un baquet cette saison. Chez Alpine ou chez... je sais plus, je crois que c'était Alpine ou c'était... Enfin, il est déjà 3e pilote Alpine. C'était je crois. le baquet Williams, il me semble. Oui, ou peut-être Alfa Romeo, je sais plus. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, son nom a beaucoup tourné. Hein. C'est un grand champion. Hein. Ouais. Il gagne Formule Renault Eurocup en 2019, Formule 3 en 2020, Formule 2 en 2021. Donc, comme il gagne en 2021 la Formule 2, il ne peut plus rester en Formule 2, c'est la règle. Et il devient réserve driver pour Alpine et McLaren. Wow. Ah, ah, ah. Donc, j'ai l'impression que ça va être Oscar Piastri, parce que c'est un crack, mais on verra. McLaren a tellement de projets en ce moment avec le Extreme E, Formule I, avec aussi, ils ont une team qui est en comment ça s'appelle, en IndyCar. On se dit, il y a un moyen de ramener un ricain, comme en ce moment, la Formule 1, ils sont très américains. On en reparlera, mais il y a aussi Las Vegas qui arrive bientôt. Hein. Oui. Ah, il y a des... Donc, Avec une grosse promo hein, quand même autour de Las ouais, Vegas. c'est ça. Avec, non, ras le cul, moi, ces grands prix là, avec des fausses marinas, des faux ports C'était et des total. parkings de partout. C'était absolument scandaleux, cette fausse marina C'est ça. avec les bateaux. Oh là 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 là. On en reparlera. Avec si peu de focus sur le circuit. C'est ça. C'est ça, on a plus vu Le le stack que exactement. les voitures. Mais bref.
Et j'ai noté encore quelques noms. Hein. Dont le mien, que Oui. j'ai rajouté en fin de Pilote de liste. Twingo. Hein. Donc Exactement. ça peut... Depuis 2017. C'est ça. Première Twingo d'ailleurs. Je tiens à préciser que jamais aussi peur. Théo Pourchère. Oui. T'en penses quoi? J'aime beaucoup Théo Pourchère. Et on se disait, à quel moment est-ce qu'il va pouvoir arriver en F1 ? Alors si Zou il signe chez McLaren, il ramène tout son pognon chez McLaren, il y a moyen de revenir chez Alfa Romeo, quoi, parce qu'il a un baquet chez Sauber. Donner un baquet à Théo Pourchère. Alors s'il gagne la Formule 2, il l'aura, je pense. Théo gagne la Formule 2. Ouais, je pense, mais là pour le moment il est deuxième, donc c'est un peu chaud, quoi. Mais ou après j'ai noté Mika Häkkinen, mais c'est parce qu'il est en année sabbatique depuis 2020, depuis 2001. 2001, ouais. Donc on ne sait pas, hein, peut-être qu'il reviendra une énième fois. Peut-être que l'année sabbatique va s'allonger une fois de plus. On ne sait pas, hein. Moi j'y crois. Mais sans blague, hein, vraiment, j'aimerais vraiment voir Théo Pourchère en Formule 1. Je trouve Ouais. qu'en plus c'est un pilote qui a une personnalité très intéressante Mhm. et qu'il apporterait une espèce de fraîcheur à la Formule 1. Enfin, je le vois vraiment bien Ah en ouais. Formule 1, Théo Pourchère. Ouais. Ok. On va le noter. Alors, Théo Pourchère pour toi. Moi, j'irais Oscar Piastri. Oui, non, mais c'est une probabilité qui est forte. Mais moi, Ouais. j'espère vraiment, peu importe dans quel team, mais j'aimerais j'aime. voir Théo en Formule 1. Parce que autant pour Théo, pour Oscar, c'est compliqué. Parce que le baquet McLaren, bon là, il y a peut-être une place qui se libère. Alpine, on a l'impression que c'est mort, quoi. Et pareil Ils pour sont Alfa bien Romeo. chez Quoi. Alpine. De Il y a quoi enfin, ils sont bien chez Alpine. Il y a un truc, on a l'impression qu'ils s'installent dans quelque chose. Oui, alors... Ils font des promesses qui ne tiennent pas. Mais... Ouais, c'est ça. C'est ça. Comme tous les ans. Hein. Tous les ans, ils disent qu'ils vont taper des trucs de fou, mais j'ai l'impression que c'est plus un peu de la luck. Donc, finalement, pour tout ce qui est Daniel Ricciardo... Oui, on s'est beaucoup éloigné de Daniel Ricciardo, mais c'était intéressant aussi d'explorer ça, parce que c'est assez central quand même dans ce podcast et aussi dans la Formule 1 en général. Comment est-ce que la team peut fonctionner ? Parce qu'on voit que parfois ça matche pas, et on se dit, pour des pilotes, c'est la descente aux enfers. C'est ça. Quand ça ne matche pas. RIP, Daniel. C'est ça. Non, mais... on ne veut pas signer son arrêt de mort tout de suite quand même. Non, on n'a pas envie. Et moi, j'ai envie de lui signer maintenant, comme ça, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours tort. Donc, jamais raison ou ça se passe jamais comme prévu. Donc, j'ai envie de dire qu'il va partir cette année. Comme ça, il va être reconduit l'année prochaine. Ça se trouve, il va être reconduit le 1er juillet. On va sortir le podcast et ça va être fini. Mais au final, je pense que là, ça va être complicado pour Daniel, le crack. Mais j'ai l'impression que, comme finalement Romain Grosjean, d'ailleurs, on a le bouquin qui est là. Yes. Mais j'ai l'impression qu'une nouvelle vie va arriver pour Daniel Ricciardo. Et je pense qu'il aura parfaitement sa place ailleurs, en IndyCar. Et j'ai presque envie de dire, il y a une place en IndyCar qui peuvent se libérer chez McLaren, par exemple. On ne sait jamais. Et pourquoi pas les 500 miles, participer aux 500 miles. Je rappelle que Daniel Ricciardo a gagné Monaco. Et que l'année prochaine, on est au Mans. Et Le Mans, c'est les 24, vous savez tous. Donc, pourquoi pas taper une triple couronne. Beaucoup s'y ont testé, très peu ont réussi. Donc, pourquoi pas. Moi, j'ai envie d'y croire. Oui, et puis on aime la personnalité de Daniel Ricciardo. Je pense qu'il ira très bien aux États-Unis. Oui. On voit, il a ce truc, comme on le disait beaucoup, cette espèce d'apparente nonchalance. Alors, je ne sais pas si nonchalance c'est le mot exact, mais en tout cas, cet air un peu cool, cette légèreté, et le fait qu'il a un capital sympathie quand même énorme et qu'il nous fasse toujours beaucoup rire. Un peu comme Grosjean, finalement. Oui, il y a quelque chose de parce vraiment Grosjean, similaire. C'est un vrai dans cette Ricard, on ne le approche. savait pas, quoi, Ouais. parce que dans le livre qu'on a pris, parce que voilà, il est très bien. Moi, je regarde plus les images que les mots, mais non, mais en vrai, je voyais qu'il faisait... Camille l'a choisi uniquement parce qu'il y a des L'image était images dans ce livre. D'ailleurs, avec des jolies photos avec Julien Febvreau. C'est ça. Et ben finalement, on le voit, il fait du surf, il conduit une Harley, il met des vestes en cuir, je sais plus c'était quoi la marque, mais vraiment, on a l'impression d'être le requin. Oui, et au-delà, mais je pense qu'il écrit le livre aussi. Je fais une parenthèse sur ce livre. Et il écrit le livre aussi dans cette perspective-là. Mais on voit en le lisant qu'il y a quelque chose de sa personnalité depuis le départ qui nous fait dire, ok, il peut
avoir cette vibe américaine. Bah, il Dans s'est son pas approche trompé, de la vie. c'est ça. Après, je pense que voilà, clairement, le livre est dessiné aussi pour que l'arrivée en IndyCar s'affirme comme une évidence à la fin du livre. Ouais, mais non, mais moi, toujours parenthèse sur Romain Grosjean, et après on va arrêter. Mais finalement, quand il a son crash qui est absolument terrible, Oui. mais avant ça, je le voyais à la fin de la Formule 1, je me suis dit, bon, il est finito, ça y est, c'est fini. Il va aller se casser en Formule 1, et puis il va aller avec tous les retraités, Felipe Massa et tout ça, quoi. Encore une fois en Formule 1. C'est ça, encore une fois en Formule 1. Mais non, mais je me suis dit, non, mais vraiment, la Formule 1 à l'époque, il y a 4-5 ans, c'était la maison de retraite de tous les pilotes de Formule 1. Je me suis dit, là, il y est, quoi. C'est bon, c'est fini. Il a va mis faire un autre pied truc. déjà Ouais, c'est dans ça. la Il va se tombe. casser là-bas et tout. On s'est dit, et même l'IndyCar, j'avais beaucoup d'a priori au début là-dessus. Mhm. Je me suis dit, c'est foutu, quoi. Il va aller s'enterrer là-bas, personne ne regarde, quoi. Et franchement, j'ai eu tort. Déjà, la Formule 1, c'est pas mal. Et l'IndyCar, c'est super. Et finalement, ça a été une évidence pour lui parce que, waouh, incroyable. Il est chez Delcoy Racing. Et il tape des podiums, quasiment une victoire. À un moment donné, il était à 2 doigts. Et ouais, la vibes américaine Oui. qui fait que c'est top, quoi. Ça peut correspondre à des pilotes et pourquoi pas à Daniel Ricciardo. Donc, petit finalement point sur tout ce qui se passe sur Daniel Ricciardo. Et on va revenir plus en détail, j'espère, dans les futurs podcasts. On vous tiendra au courant de toute façon de ce qui se passe. Maintenant, on sait que Pierre Gasly, c'est finito. Mais finalement, pour résumer, Daniel Ricciardo, c'est un super pilote, un smile. Et on espère qu'il sera reconduit peut-être chez McLaren, mais on espère aussi le voir peut-être taper une triple couronne et pourquoi pas faire quelque chose de absolument incroyable hors Formule 1. Oui. Quoi. Il y a quelque chose, c'est exactement ce que je voulais dire. On a envie de le voir s'épanouir ailleurs. Ouais. Et c'est presque frustrant de démasquer un faux smile chez Daniel Ricciardo quand il n'est pas donc sur le podium. Et oui, on a envie de voir s'épanouir ailleurs. Peut-être. On verra. En tout cas, on a fait le tour de ce podcast. On vous remercie en tout cas de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre après sur tous les réseaux sociaux. Et on vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. On parlera encore une fois de Formule 1. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on vous dit à très vite. Merci beaucoup. La bise.